السيد ستيفن لاكروا، وهو أستاذ مشارك في العلوم السياسية، باحث في مركز الدراسات والبحوث الدولية، مشارك في العلوم السياسية، باحث في مركز الدراسات والبحوث الدولية والعلوم السياسية CERI، باحث في مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالقاهرة، بمشاركة تحت عنوان المعالجة الفكرية للتطرف والإرهاب. تفضل سيد. شكرا جزيلا. سأتحدث باللغة الفرنسية. تريد أن أتحدث باللغة العربية لكن كي أكون أكثر بلاغة سأتكلم بالفرنسي، ولكن ممكن تكون الأسئلة بالعربي كمان يعني. Donc je vais m'exprimer en français. Je vais partir d'une perspective un peu différente. Moi je travaille en sciences politiques. Et mon analyse évidemment de ces phénomènes de radicalisation et de terrorisme est une analyse de sciences politiques. Et ça va évidemment conditionner la méthode et en partie les résultats. Alors, pour simplifier, aujourd'hui, quand vous suivez le débat autour de Daesh, de la radicalisation, du terrorisme, vous voyez trois grandes thèses académiques qui s'affrontent dans le champ scientifique français. Hein. Mais en fait, on peut prolonger ça au champ scientifique en général, parce qu'en fait, ce qu'on retrouve dans le débat français, on va pouvoir le voir aussi dans le débat américain. Ces trois grandes thèses, la première, c'est une thèse qui voudrait que le terrorisme d'aujourd'hui soit une radicalisation de l'islam. C'est-à-dire que pour des raisons différentes, et que je ne vais pas expliquer ici parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais le discours islamique aurait subi dans les dernières décennies une forme de radicalisation avec la montée en puissance au sein de l'islam de courants qu'on appelle les courants djihadistes ou on va dire aussi salafistes djihadistes, et qui, aujourd'hui, ont pris une importance telle qui génère une mobilisation en faveur de mouvements comme Daesh. Donc, pour les tenants de cette première thèse, on est dans quelque chose qui part du religieux, et donc c'est le discours religieux, d'une certaine manière, qui est l'élément mobilisateur. La thèse qui s'oppose à celle-là, qui est la seconde, c'est celle qui parle au contraire d'islamisation de la radicalité. Alors la thèse d'islamisation de la radicalité, c'est une thèse qui voudrait au contraire que le problème ne soit pas du tout religieux, que finalement vous avez, pour beaucoup de raisons qui sont des raisons sociales, politiques, etc., des gens qui sont mécontents, des gens qui ont une colère à exprimer, et que d'une certaine manière aujourd'hui, le djihadisme est devenu le langage de la colère. Et les tenants de cette thèse vous expliquent qu'il y a quelques décennies, le langage de la colère, ça pouvait être l'ultra-gauche, le marxisme dans sa version armée, et qu'aujourd'hui, finalement, le langage de la colère, il passe par l'islam, mais que d'une certaine manière, l'islam n'est qu'un langage, ou l'islam sous sa forme djihadiste n'est qu'un langage, et que la question n'est pas une question islamique. Et puis, vous avez une troisième thèse. Alors, vous avez reconnu peut-être pour ceux qui suivent les débats, vous avez, dans la première thèse, vous allez retrouver des gens comme Gilles Kepel, la deuxième thèse, ça va être Olivier Roy. Et puis, vous avez une troisième thèse avec quelqu'un comme François Burgat, qui, lui, va vouloir remettre en avant les rapports Nord-Sud, l'histoire coloniale, et dire finalement, tout ça s'inscrit dans une décolonisation ratée, qui fait qu'aujourd'hui, des rapports de domination du nord vers le sud s'exercent, et que, le terrorisme, d'une certaine manière, est un symptôme d'une forme de résistance à ces rapports de domination. Donc on est dans une lecture qui est là aussi un peu marxisante ou post-marxisante, mais qui s'inscrit beaucoup dans cette logique de rapport de domination et de lecture postcoloniale du monde. Alors, moi je vais prendre une approche un peu prudente qui consiste à dire, je pense qu'ils ont un peu tous les trois raison, et qu'on peut adopter une approche qui reconnaisse que si on doit trouver une solution à ces problèmes ou y réfléchir sérieusement, on doit emprunter aux uns et aux autres. Alors oui, évidemment, il y a un traitement religieux qui doit être fait de ces questions de djihadisme. Parce qu'évidemment, les djihadistes se réclament de l'islam, donc construisent un discours qui se base sur des arguments religieux, et qu'il est important de leur opposer un contre-discours religieux qui n'est pas qu'un contre-discours, mais qui est l'orthodoxie religieuse. C'est-à-dire que ces groupes de type Daesh, ils représentent une extrême minorité hétérodoxe face au poids de l'orthodoxie qui s'est construite pendant des siècles. Et évidemment, les autorités religieuses, qu'elles soient officielles ou non officielles, mais on pense aux officielles, que ce soit le Mufti d'Arabie Saoudite, que ce soit Al-Azhar en Égypte, etc.,
ont évidemment comme mission de réaffirmer l'orthodoxie sur la compréhension de termes comme le djihad, etc. Et on voit bien effectivement que Daesh réécrit l'histoire islamique. Je veux dire, c'est tous les gens qui travaillent sérieusement sur l'islam vous expliqueront qu'évidemment Daesh en est dans quelque chose qui se réclame d'un passé, mais qui est un passé fantasmé et très largement réinventé. Donc évidemment, il est important de réaffirmer le poids de la tradition religieuse. Il y a d'autres efforts qui sont importants. Quand on regarde dans les mouvements djihadistes, vous avez tout un mouvement, par exemple, qui a eu un certain impact. Qu'est-ce qu'on appelait en arabe tout ce mouvement des muraja'at, qui étaient des ex-djihadistes qui étaient revenus sur leur parcours djihadiste, qui avaient d'une certaine manière fait leur repentance et qui produisaient des textes à partir de leur parcours pour dire qu'ils s'étaient trompés. Ça a été important en Égypte, en particulier à la fin des années 90. C'est un grand groupe égyptien qui avait été impliqué dans des actions terroristes en Égypte dans les années 80 et 90, en particulier l'assassinat du président Sadat, dont toute une partie des membres va produire à la fin des années 90 des muraja'at, qui vont avec l'accent égyptien, c'est-à-dire des révisions de leur doctrine pour, au contraire, expliquer qu'ils s'étaient trompés dans leur compréhension du djihad, que la violence n'était pas la voie, etc., etc. Ça, c'est aussi un corpus qui est intéressant, puis qui a une certaine légitimité, parce que c'est des gens qui proviennent de l'intérieur, qui, d'une certaine manière, peuvent dire que, voilà, ils sont passés par là, et ils en sont sortis. Vous avez aussi des efforts qui sont tout à fait intéressants. Certains ont dû voir ce cheikh pakistanais qui s'appelle Tahir al-Qadri, qui a produit un livre de 600 pages, qui s'appelle l'appelé Fatwa contre le terrorisme, et qui est une déconstruction du discours de Daesh à partir de l'islam, même si là aussi on va retrouver la diversité des approches de l'islam, puisque Tahir al-Qadri il est plutôt soufi. Donc évidemment, son approche à lui, elle sera moins acceptable dans des contextes peut-être comme l'Arabie Saoudite ou d'autres où le discours soufi va être moins présent que... Mais voilà, il y a une pluralité d'approches qui permettent de réaffirmer une orthodoxie islamique face à un discours qui, objectivement, est un discours déviant par rapport à ce qu'a été la tradition islamique pendant des siècles. Mais évidemment, ça ne suffit pas de faire du religieux, puisque ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'aujourd'hui, Daesh n'est pas qu'une approche religieuse, c'est aussi une idéologie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que Daesh fournit, c'est pas seulement un cadre religieux, c'est aussi une sorte de vision du monde, une utopie, qui, et on va prendre un peu les thèses d'Olivier Roy, séduit aussi parce qu'elle offre une sorte de modèle alternatif radical de société à une époque où il n'y a plus de grandes idéologies. C'est-à-dire que Daesh, finalement, profite de la fin de la guerre froide. Avant, vous aviez l'idéologie qui était l'idéologie, entre guillemets, occidentale dominante, libéraux-capitaliste, entre guillemets. Puis vous avez d'un autre côté l'idéologie alternative qui était l'idéologie marxiste, communiste, qui imaginait d'une certaine manière qu'un autre monde est possible. À un moment, vous êtes, comme pour reprendre le terme de Fukuyama, à la fin de l'histoire, un petit peu, vous avez cette idéologie libérale capitaliste qui a d'une certaine manière s'est imposée comme l'idéologie dominante. La dernière idéologie qui aujourd'hui peut se poser comme voulant inverser radicalement l'ordre du monde, c'est Daesh, et qui va attirer aussi probablement pour des raisons idéologiques et pas simplement religieuses. Et vous le voyez dans le profil, on va y revenir, des conversions en France par exemple à Daesh. Vous avez des gens qui passent pas par des parcours religieux et qui vont être attirés par la radicalité de Daesh. Donc là encore, Olivier Roy a raison sur cette question. Il a raison en particulier quand il s'intéresse à la question des convertis, puisque vous avez, quand vous prenez les Français qui partent chez Daesh, vous avez 25% de convertis. Donc des gens qui souvent même ont une approche extrêmement rapide de l'islam, qui ne connaissent pas du tout les textes, donc qui ne sont pas dans une approche par le religieux, mais qui sont séduits par le côté subversif, utopique, révolutionnaire que va mettre en avant Daesh. Et donc dans ces cas-là, l'idée, c'est pas simplement de proposer un contre-discours religieux, c'est de proposer un contre-projet de société, ou plutôt de montrer que notre projet de société, il mérite d'être défendu. Je veux dire, là, on a quelque chose aussi à défendre à partir du sens qu'on est capable de donner, à partir de ce qu'on a construit, à la fois en Occident, mais je pense aussi en Orient. Je pense que du côté du monde arabe, cette question se pose aussi de cette approche de l'attirance de la radicalité. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher des gens d'être attirés par la radicalité et les convaincre que ce qu'on a construit, que ce que l'histoire humaine a construit pendant des siècles vaut la peine d'être vécu. Donc là, on a aussi un défi qui est énorme. Mais au-delà, et je vais redevenir un peu prof de sciences politiques, on ne peut pas non plus évidemment penser Daesh à partir uniquement du religieux. On se rend bien compte que quand on regarde l'histoire de Daesh, tout ça s'inscrit dans une série de causes qui sont des causes politiques, sociales, et qui sont liées en particulier à des contextes qu'on connaît bien. Je veux dire, quand vous regardez l'Irak, l'histoire de Daesh ne peut pas se comprendre sans l'histoire de l'Irak. Daesh est avant tout un produit de l'Irak et de l'histoire de l'Irak de ces 15 dernières années, qui commence par la chute d'un régime
ultra-autoritaire, l'un des plus brutaux du Moyen-Orient, qui était le régime de Saddam, qui a exercé une brutalité contre sa société, d'une certaine manière, qu'a hérité Daesh, mais cette brutalité, elle remonte à l'exercice du pouvoir par Saddam dans les années 70, 80, 90 et jusqu'en 2003, qui a produit aussi un régime qui était un régime... j'ai encore un peu de temps qui était aussi un régime qu'on peut dire confessionnel, même s'il ne disait pas qu'il était confessionnel. Le régime de Saddam s'appuyait sur une confession contre une autre. C'était les sunnites qui, sous Saddam, étaient plutôt privilégiés pour des raisons de fiabilité, entre guillemets, que Saddam accordait à la communauté sunnite, parce qu'il considérait qu'ils étaient des gens sur lesquels il pouvait compter, à l'exclusion des chiites, qui vont au contraire se réveiller politiquement à partir des années 80 avec la prise de pouvoir de Khomeini en Iran, et donc un discours qui va se propager chez les chiites irakiens, de réveil politique chiite qui va entrer en confrontation avec le modèle en place. 2003, cette invasion américaine dont on ne répétera jamais assez qu'elle a été une catastrophe, qu'elle était illégale au regard du droit international et qu'elle est d'une certaine manière à l'origine de beaucoup des maux de la région aujourd'hui, qui va mettre à bas ce régime, et tout le monde s'en réjouit parce que c'est un régime qui était un régime odieux, mais qui va le remplacer par un système qui se veut démocratique, mais qui de fait va donner le pouvoir à la communauté chiite, qui sous Saddam était la communauté marginalisée, en ajoutant un certain nombre de lois que vont prendre les Américains, comme la débassification, pour exclure tous les sunnites qui ont participé au pouvoir sous Saddam de l'exercice du pouvoir après 2003. Donc vous avez une exclusion politique de la communauté sunnite, une prise de pouvoir de fait de la communauté chiite, une volonté de revanche de la part des chiites qui considèrent qu'ils ont été brutalisés, marginalisés, humiliés sous Saddam, donc ils vont vouloir prendre leur revanche, qui pour prendre leur revanche vont accentuer l'exclusion de la communauté sunnite, ce qui va mener à une insurrection. Tout ça est très logique, une insurrection de la part de la communauté sunnite. Al-Qaïda, qui à ce moment-là est plutôt en mauvaise posture après le 11 septembre et la campagne sécuritaire contre Al-Qaïda, que ce soit d'ailleurs dans des endroits comme l'Afghanistan en Occident, mais aussi en Arabie Saoudite, vous avez Al-Qaïda qui est plutôt en recul, qui va investir le terrain irakien en comprenant que le chaos irakien fournit une opportunité, va s'insérer dans le chaos irakien en essayant de se poser en défenseur des sunnites contre les chiites, adoptant par là un discours confessionnel qui va nourrir la confessionnalisation du débat, et provoquer en retour une violence des chiites qui vont commencer à s'organiser en milice avec le soutien de l'Iran. Et vous avez cette guerre qui va prendre l'ampleur qu'on lui connaît avec 1 million de morts pendant 10 ans, la création de ce qui est l'ancêtre de Daesh, qui est l'État islamique en Irak en 2006. Et voilà, une histoire de marginalisation, brutalisation, confessionnalisation, dont on comprend que les causes sont politiques. Ce que je veux dire, c'est que le djihadisme, là aussi, il n'est pas dans des contextes apaisés, il naît dans des contextes comme celui-là. Et qu'on ne peut pas traiter la question du djihadisme sans traiter la question politique. Il est évident aujourd'hui qu'une des conditions à une lutte efficace contre Daesh, c'est aussi un règlement des conflits du Moyen-Orient, que ce soit l'Irak, évidemment, qui est quand même la source du problème pour ce qui est de Daesh, que ce soit la Syrie, évidemment, et une sortie qui implique un processus politique qui, en l'état, semble compromis, en tout cas sans des pressions fortes qui doivent venir de tous les acteurs internationaux qui sont impliqués. Ça implique aussi la Russie et l'Iran. Enfin, pour le moment, on a aussi des acteurs qui nourrissent qui nourrissent ces divisions et qui, en nourrissant ces divisions, offrent à Daesh une forme de prolongation, quoi. Et puis, évidemment, tous les anciens conflits. Évidemment, la Palestine reste un conflit majeur qui continue à nourrir un imaginaire qui est exploité par des groupes comme Daesh. Donc, sans régler politiquement tous ces conflits, penser qu'on pourra régler le problème de Daesh par une approche purement sécuritaire et par la production d'un contre-discours religieux ou par une réaffirmation de l'orthodoxie religieuse, ce sont deux choses importantes. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je pense que l'approche sécuritaire et l'approche par le religieux sont importantes. Mais elles ne peuvent pas se satisfaire de se limiter à ces approches. C'est-à-dire qu'il y a aussi une approche politique courageuse qui doit être adoptée par nos pays au Moyen-Orient. Ça implique aussi, chez nous, parce qu'on parle beaucoup du Moyen-Orient, mais on se rend compte qu'une partie de ceux qui se radicalisent chez nous, c'est aussi pour des raisons qui sont liées à nos propres problèmes politiques et sociaux, que quelquefois on refuse de regarder parce qu'on se cantonne à une approche sécuritaire. Donc voilà, une approche qui serait une approche multiforme, évidemment sécuritaire, par le religieux, mais qui accorde toute sa place à la question politique et sociale, que ce soit au Moyen-Orient ou en Occident. Merci.